Bonjour. Eh ben voilà, ça fait assez longtemps que je n'ai pas publié une lecture et aujourd'hui, c'est une sorte un petit peu de challenge que j'ai envie de faire. C'est un texte assez long, je ne sais pas combien de temps ça va prendre à peu près. C'est un chapitre de l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar qui s'appelle L'Abîme et plusieurs personnes avaient, euh, avaient plus soyé à l'idée que j'avais évoqué de lire ce passage. Et moi-même, c'est un texte qui me tient vraiment à cœur. Donc là, j'ai envie de le faire aussi, de tenter cette expérience pour, pour les rencontres d'Evry qui auront lieu les 13 et 14 mai, les premières rencontres nationales de littérature. Donc cette idée d'amener la littérature à l'intérieur de vos ordinateurs sous des tas de formes différentes et la mienne étant de lire des textes. Et je ne pourrais malheureusement pas participer à ce très beau moment où en fait beaucoup de gens qui ne se sont pas beaucoup rencontrés dans la réalité mais qui se côtoient fréquemment sur la toile vont enfin pouvoir se rencontrer, partager. Ça va être un grand moment assez intense, je pense, avec de chouettes expérimentations audio, vidéo, des conférences, etc. Bref, vous qui êtes dans la région parisienne ou que vous pouvez vous y déplacer, je vous invite à y aller, c'est les 13 et 14 mai. Pour ma part, donc, je ne pourrais pas m'y rendre, alors voilà, j'avais envie de tout de même proposer de loin ce petit signe d'amitié de, depuis, depuis l'autre côté de mon propre enregistreur. Le chapitre donc que je vais vous lire de Marguerite Yourcenar, c'est l'abîme. On est à un moment de la vie de Zénon où il a beaucoup voyagé et il est maintenant revenu s'installer comme médecin anonyme dans une petite ville de Belgique, à Bruges. Et c'est la dernière ville dans laquelle il passera sa vie. Mais je ne veux pas vous en dire plus parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Les gens qui ont lu le livre, de toute façon, ils savent bien où on en est. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne voudrais pas faire un spoil sur le fil narratif de la vie de Zénon. Donc je n'ai pas envie de trop en dire et simplement de vous laisser découvrir ce texte en lui-même. Il y aura des zones obscures probablement parce que des références à d'autres parties du livre, mais c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que vous allez trouver des choses absolument merveilleuses dans ce texte, que vous en ayez ou non le contexte. Donc voilà, c'est le choix que je fais. Je vous laisse le contexte en suspens parce qu'en fait, je vous incite vraiment à lire ce livre. Je vous en montre la couverture chez Poche, ce superbe tableau de Bruegel. Et il se trouve que ce tableau, il a été dans la maison de mes parents pendant toute mon enfance. Donc le fait qu'il orne la jaquette de ce livre extraordinaire a été pour moi quelque chose de fort aussi, quoi. Encore une chose forte. Voilà, j'arrête et je rentre dans le livre. Juste une petite dernière précision, j'ai décidé d'enregistrer sur mon balcon en extérieur, donc vous allez entendre peut-être des animaux, j'ai des chiens, ils peuvent vous bouffer à deux trois moments, peut-être d'autres bêtes, des oiseaux, peut-être des bêtes moins sympathiques comme des automobiles, ça arrive, donc voilà, c'est le bruit de la vie, mais moi ça me permet d'être à l'extérieur, de profiter de ce soleil, et puis je pense il en passera un petit peu par l'écran, en tout cas je le souhaite. L'abîme. Peu à peu, comme un homme qui absorbe chaque jour une certaine nourriture finit par en être modifié dans sa substance et même dans sa forme, engraisse ou maigrit, tire de ses mains une force ou contracte en les ingérant des maux qu'il ne connaissait pas, des changements presque imperceptibles se faisaient en lui, fruit d'habitudes nouvelles qu'il s'était acquises.
Mais la différence entre hier et aujourd'hui s'annulait dès qu'il y portait le regard. Il exerçait la médecine, comme il l'avait toujours fait, et il n'importait guère que ce fût sur des locteux ou sur des princes. Sébastien Théus était un nom de fantaisie, mais ses droits à celui de Zénon n'étaient pas des plus clairs. Non habet nomen proprium. Il était de ces hommes qui ne cessent pas jusqu'au bout de s'étonner d'avoir un nom, comme on s'étonne en passant devant un miroir d'avoir un visage et que ce soit précisément ce visage-là. Son existence était clandestine et soumise à certaines contraintes. Elle l'avait toujours été. Il taisait les pensées qui pour lui comptaient le plus, mais il savait de longue date que celui qui s'expose par ses propos n'est qu'un sot. Quand il est si facile de laisser les autres se servir de leur gosier et de leur langue pour former des sons. Ces rares accès de parole n'avaient jamais été que l'équivalent des débauches d'un homme chaste. Il vivait à peu près claquemuré dans son hospice de Saint-Cosme, prisonnier d'une ville, et dans cette ville d'un quartier, et dans ce quartier d'une demi-douzaine de chambres, donnant d'un côté sur le jardin potager et les dépendances d'un couvent, et de l'autre sur un mur nu. Ces pérégrinations assez peu fréquentes, à la recherche de spécimens botaniques, passaient et repassaient par les mêmes champs labourés et les mêmes chemins de halage, les mêmes boqueteaux et la lisière des mêmes dunes, et il souriait non sans amertume de ces allées et venues d'insectes qui circulent incompréhensiblement sur un empan de terre. Mais ce rétrécissement du lieu, ces répétitions quasi mécaniques des mêmes gestes, se produisaient chaque fois qu'on harnachait les facultés en vue de l'accomplissement d'une seule tâche délimitée et utile. Sa vie sédentaire l'accablait comme une sentence d'incarcération qu'il eût par prudence prononcée sur soi-même, mais la sentence restait révocable. Bien des fois déjà, et sous d'autres ciels, il s'était installé ainsi momentanément, ou croyait-il, pour toujours, en homme qui a partout et nulle part droit de cité. Rien ne prouverait qu'il ne reprendrait pas demain l'existence errante qui avait été son lot et son choix. Et pourtant son destin bougeait. Un glissement s'opérait à l'insu de lui-même, comme un homme nageant à contre-courant et par une nuit noire, les repères lui manquaient pour calculer exactement la dérive. Naguère encore, en retrouvant son chemin dans le lacis des Venelles de Bruges, il avait cru que cette halte, à l'écart des grandes routes de l'ambition et du savoir, lui procurerait quelque repos après les agitations de 35 années. Il comptait éprouver l'inquiète sécurité d'un animal rassuré par l'étroitesse et l'obscurité du gîte où il a choisi de vivre. Il s'était trompé. Cette existence immobile bouillonnait sur place. Le sentiment d'une activité presque terrible grondait comme une rivière souterraine. L'angoisse qui l'étreignait était autre que celle d'un philosophe persécuté pour ses livres. Le temps qu'il avait imaginé devoir peser entre ses mains comme un lingot de plomb fuyait et se subdivisait comme les grains du mercure. Les heures, les jours et les mois avaient cessé de s'accorder aux signes des horloges et même au mouvement des astres. Il lui semblait parfois être resté toute sa vie à Bruges et parfois y être entré de la veille. Les lieux aussi bougeaient. Les distances s'abolissaient comme des jours. Ce boucher, ce crieur de denrées, aurait aussi bien pu être à Avignon ou à Vadstena. Ce cheval fouetté, il l'avait vu s'abattre dans les rues d'Andrinople. Cet ivrogne avait commencé à Montpellier son juron ou son jet de vomissure. Cet enfant qui vagissait dans les bras d'une nourrice était né à Bologne il y avait 25 ans. Cette messe du dimanche à laquelle il ne manquait jamais d'assister, il en avait entendu l'introïte dans une église de Cracovie 5 hivers plus tôt. Il pensait peu aux incidents de sa vie passée, déjà dissous comme des songes. Parfois, sans raison apparente, il revoyait cette femme grosse qu'il avait consenti à faire avorter en dépit du serment hippocratique pour lui épargner une mort ignominieuse au retour d'un mari jaloux dans un bourg du Languedoc, ou encore la grimace de sa majesté suédoise avalant une potion où son valet Aleille est dans leur mule à passer le gué d'une rivière entre Ulm et Constance, ou le cousin Henri-Maximilien, qui peut-être était mort. Un chemin creux où des flaques ne séchaient pas, même en plein été, lui rappela un certain Perrotin qu'il avait guetté sous la pluie au bord d'une route solitaire au lendemain d'une querelle dont les motifs n'apparaissaient plus. Il recréait 2 corps, agrippés dans la boue, une lame brillante tombée à terre et Perrotin dagué par son propre couteau, lâchant prise devenu lui-même boue et terre. Cette vieille histoire n'importait plus, et n'eût pas importé davantage si ce cadavre mou et chaud avait été celui d'un clerc de 20 ans. Ce Zénon qui marchait d'un pas précipité sur le pavé gras de Bruges sentait passer à travers lui, comme à travers ses vêtements usés,
le vent venu du large, le flot des milliers d'êtres qui s'étaient déjà tenus sur ce point de la sphère où ils viendraient jusqu'à cette catastrophe que nous appelons la fin du monde. Ces fantômes traversaient sans le voir le corps de cet homme qui de leur vivant n'était pas encore, ou lorsqu'il serait, n'existerait plus. Les quidam, rencontrés l'instant plus tôt dans la rue, perçus d'un coup d'œil puis rejetés aussitôt dans la masse informe de ce qui est passé, grossissaient incessamment cette bande de larves. Le temps, le lieu, la substance perdaient ces attributs qui sont pour nous leurs frontières. La forme n'était plus que l'écorce déchiquetée de la substance. La substance s'égouttait dans un vide qui n'était pas son contraire. Le temps et l'éternité n'étaient qu'une même chose, comme une eau noire qui coule dans une immuable nappe d'eau noire. Zénon s'abîmait dans ses visions comme un chrétien dans une méditation sur Dieu. Les idées glissaient aussi. L'acte de penser l'intéressait maintenant plus que les douteux produits de la pensée elle-même. Il s'examinait pensant, comme il eût pu compter du doigt à son poignet les pulsations de l'artère radiale ou sous ses côtes le va-et-vient de son souffle. Toute sa vie, il s'était ébahi de cette faculté qu'ont les idées de s'agglomérer froidement comme des cristaux en d'étranges figures vaines, de croître comme des tumeurs dévorant la chair qui les a conçues, ou encore d'assumer monstrueusement certains linéaments de la personne humaine comme ces masses inertes dont accouchent certaines femmes et qui ne sont en somme que de la matière qui rêve. Bon nombre des produits de l'esprit n'étaient eux aussi que de difformes veaux de lune. D'autres notions, plus propres et plus nettes, forgées comme par un maître ouvrier, étaient de ces objets qui font illusion à distance. On ne se lassait pas d'admirer leurs angles et leurs parallèles. Elles n'étaient néanmoins que les barreaux dans lesquels l'entendement s'enferme lui-même, et la rouille du faux mangeait déjà ces abstraites ferrailles. Par instants, on tremblait comme sur le bord d'une transmutation. Un peu d'or semblait naître dans le creuset de la cervelle humaine. On n'aboutissait pourtant qu'à une équivalence. Comme dans ces expériences malhonnêtes par lesquelles les alchimistes de cour s'efforcent de prouver à leurs clients princiers qu'ils ont trouvé quelque chose, l'or au fond de la cornue n'était que celui d'un banal ducat ayant passé par toutes les mains et qu'avant la cuisson le souffleur y avait mis. Les notions mouraient, comme les hommes. Il avait vu au cours d'un demi-siècle plusieurs générations d'idées tomber en poussière. Une métaphore plus fluide s'insinuait en lui, produit de ses anciennes traversées marines. Le philosophe, qui tentait de considérer dans son ensemble l'entendement humain, voyait sous lui une masse soumise à des courbes calculables, striée de courants dont on eût pu dresser la carte, creusée de plis profonds par les poussées de l'air et la pesante inertie des eaux. Il en allait des figures assumées par l'esprit comme de ces grandes formes nées des eaux, de l'eau indifférenciée, qui s'assaillent ou se relaient à la surface du gouffre. Chaque concept s'affaissait finalement dans son propre contraire, comme deux houles qui se heurtent, s'annihilent en une seule et même écume blanche. Zénon regardait fuir ce flot désordonné, emportant comme des épaves le peu de vérité sensible dont nous nous croyons sûrs. Parfois il lui semblait entrevoir, sous le flux, une substance immobile qui serait aux idées ce que les idées sont aux mots. Mais rien ne prouvait que ce substratum fut la dernière couche, ni que cette fixité ne cachât point un mouvement trop rapide pour l'intellect humain. Depuis qu'il avait renoncé à confier de vive voix sa pensée ou à la consigner par écrit sur l'étal des libraires, ce sevrage l'avait induit à descendre plus profondément que jamais à la recherche de purs concepts. Maintenant, en faveur d'un examen plus poussé, il renonçait temporairement aux concepts eux-mêmes. Il retenait son esprit comme on retient son souffle pour mieux entendre ce bruit de roue tournant si vite qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle tourne. Du monde des idées, il rentrait dans le monde plus opaque de la substance contenue et délimitée par la forme. Rancogné dans sa chambre, il n'employait plus ses veilles à s'efforcer d'acquérir de plus justes vues des rapports entre les choses, mais à une méditation informulée sur la nature des choses. Il corrigeait de la sorte ce vice de l'entendement qui consiste à appréhender les objets afin de s'en servir, ou au contraire à les rejeter, sans entrer assez avant dans la substance individuée dont il s'en fait. Ainsi l'eau avait été pour lui une boisson qui désaltère et un liquide qui lave,
une partie constituante d'un univers créé par le chrétien Démurge, dont l'avait entretenu le chat noir Bartolomeo Campanus, parlant de l'esprit flottant sur les eaux, l'élément essentiel de l'hydraulique d'Archimède, ou de la physique de Thalès, ou encore le signal chimique d'une des forces qui vont vers le bas. Il avait calculé des déplacements, mesuré des doses, attendu que des gouttelettes se reformassent dans le tuyau de la cucurbite. Maintenant, renonçant pour un temps à l'observation, qui du dehors distingue et singularise, en faveur de la vision interne du philosophe hermétique, il laissait l'eau, qui est dans tout, envahir la chambre comme la marée le déluge. Le coffre et l'escabeau flottaient, les murs crevaient sous la pression de l'eau. Il cédait à ce flux qui épouse toutes les formes et refuse de se laisser comprimer par elle. Il expérimentait le changement d'état de la nappe d'eau qui se fait buée et de la pluie qui se fait neige. Il faisait sien l'immobilité temporaire du gel ou le glissement de la goutte claire obliquant inexplicablement sur la vitre, fluide défi au pari des calculateurs. Il renonçait aux sentiments de tiédeur, aux sensations de tiédeur ou de froid qui sont liées au corps. L'eau l'emportait, cadavre aussi indifféremment qu'une jonchée d'alques. Rentré dans sa chair, il y retrouvait l'élément aqueux, l'urine dans la vessie, la salive au bord des lèvres, l'eau présente dans le liquide du sang. Puis ramené à l'élément dont il s'était de tout temps senti une parcelle, il tournait sa méditation vers le feu. Sentait en soi cette chaleur modérée et béate que nous partageons avec les bêtes qui marchent et les animaux qui traversent le ciel. Il pensait au feu dévorant des fièvres qu'il avait souvent en vain essayé d'éteindre. Il percevait le bond avide de la flamme qui naît, la rouge joie du brasier et sa faim en cendres noires. Osant aller plus loin, il ne faisait qu'un avec cette implacable ardeur qui détruit ce qu'elle touche. Il songeait au bûcher tel qu'il en avait vu à l'occasion d'un acte de foi dans une petite ville de Léon, au cours duquel avaient péri 4 juifs accusés d'avoir hypocritement embrassé la religion chrétienne sans cesser pour autant d'accomplir les rites hérétiques de leur père, et un hérétique qui niait l'efficacité des sacrements. Il imaginait cette douleur trop aiguë pour le langage humain. Il était cet homme, ayant dans ses narines l'odeur de sa propre chair qui brûle. Il toussait, entouré d'une fumée qui ne s'y dissiperait pas de son vivant. Il voyait une jambe noircie se levant toute droite, les articulations léchées par la flamme, comme une branche se tordant sous la hotte d'une cheminée. Il se pénétrait en même temps de l'idée que le feu et que le bois sont innocents. Il se souvenait, le lendemain de l'acte de foi célébré à Astorga, d'avoir marché avec le vieux moine alchimiste Don Bras de Vella sur cette terre calcinée qui lui rappelait celle des charbonniers. Le savant jacobite s'était incliné pour recueillir soigneusement parmi les tisons éteints de petits os légers et blanchis, cherchant parmi eux le lus de la tradition hébraïque qui résiste aux flammes et sert de semence à la résurrection. Il avait souri autrefois de ses superstitions de kabbaliste. Suant d'angoisse, il levait la tête, et si la nuit était assez claire, considérerait à travers le carreau, avec une sorte de froid amour, le feu inaccessible des astres. Quoi qu'il fît, sa méditation le ramenait au corps, son principal sujet d'étude. Il savait que son équipement de médecin se composait à part égale d'habiletés manuelles et de recettes empiriques, supplémentées de trouvailles expérimentales elles aussi, menant à leur tour à des conclusions théoriques toujours provisoires. Une once d'observation raisonnée valait en ces matières plus qu'une tonne de songes. Et pourtant, après tant d'années passées à anatomiser la machine humaine, il s'en voulait de ne pas s'être hasardé plus audacieusement dans l'exploration de ce royaume aux frontières de peau dont nous nous croyons les princes et où nous sommes prisonniers. À Ayoub, le derviche d'Aradzi, avec qui il avait fait amitié, lui avait communiqué ses méthodes acquises en Perse dans un couvent hérétique, car Mahomet et ses dissidents comme le Christ. Car Mahomet a ses dissidents comme le Christ. Il reprenait dans sa soupente de Bruges des recherches commencées jadis au fond d'une cour où bruissait une source. Elle le menait plus loin que ne l'avait fait aucune de ses expérimentations dites inanimavili. Couché sur le dos, rétractant les muscles du ventre, dilatant la cage du thorax, où va et vient cette bête vite effrayée que nous appelons un cœur, il gonflait soigneusement ses poumons, se réduisait sciemment à n'être qu'un sac d'air faisant équilibre aux forces du ciel. Daradzi lui avait ainsi conseillé de respirer jusqu'aux racines de l'être. Il avait fait aussi avec le derviche
l'expérience contraire, celle des premiers effets de la strangulation lente. Il levait le bras, s'ébahissant que le commandement fût donné et reçu, sans savoir exactement quel maître mieux servi que soi-même contresignait cet ordre. 1000 fois, en effet, il avait constaté que la volonté simplement pensée, le fût-elle avec toute la puissance mentale rassemblée en lui, n'était pas plus capable de le faire scier ou froncer le sourcil que les objurgations d'un enfant ne le sont à faire mouvoir des pierres. Il y fallait l'acquiescement tacite d'une part de soi déjà plus voisine de l'abîme du corps. Méticuleusement, comme on sépare les fibres d'une tige, il séparait les unes des autres ces diverses formes de volonté. Il réglait de son mieux les mouvements compliqués de son cerveau à l'œuvre, mais comme un ouvrier touche précautionneusement les rouages d'une machine qu'il n'a pas montée et dont il ne saurait réparer les avaries. Cola Gel était plus au fait de ses métiers à tisser que lui, sous son crâne, des délicates bougées de sa machine à peser les choses. Son pouls, dont il avait si assidûment étudié les battements, ignorait tout des ordres émanant de sa faculté pensante, mais s'agitait sous l'effet de crainte et de douleur auxquels son intellect ne s'abaissait pas. L'engin du sexe obéissait à sa masturbation, mais ce geste délibérément accompli le jetait pour un moment dans un état que son vouloir ne contrôlait plus. De même, une ou deux fois dans sa vie, avait jailli scandaleusement et malgré soi la source des larmes. Plus alchimiste qu'il ne l'avait jamais été lui-même, ces boyaux opéraient la transmutation de cadavres de bêtes ou de plantes en matière vivante, séparant, sans son aide, l'inutile de l'utile. Ignis inferioris naturae. Ces spirales de boue brune, savamment lovées, fumant encore des cuissons qu'elles avaient subies dans leur moule, ce pot d'argile plein d'un fluide ammoniaqué et nitré, était la preuve visible et puante du travail parachevé dans des officines où nous n'intervenons pas. Il semblait à Zénon que le dégoût des raffinés et le rire sale des ignares étaient moins dus à ce que ces objets offusquent nos sens qu'à notre horreur devant l'inéluctable et secrète routine du corps. Descendu plus avant dans cette opaque nuit intérieure, il portait son attention sur la stable armature des os cachés sous la chair, qui dureraient plus que lui, et seraient dans quelques siècles les seuls témoins attestant qu'il avait vécu. Ils se résorbaient à l'intérieur de leur matière minérale réfractaire à ses passions ou à ses émotions d'homme. Ramenant ensuite sur lui, comme un rideau, sa chair provisoire, il se considérait étendu tout d'une pièce sur le drap grossier du lit, tantôt dilatant volontairement l'image qu'il se faisait de cette île de vie qui était son domaine, ce continent mal exploré dont ses pieds représentaient l'antipode, tantôt, au contraire, se réduisant à n'être qu'un point dans l'immense tout. Usant des recettes de Daradzi, il essayait de faire glisser sa conscience du cerveau à d'autres régions de son corps, à peu près comme on déplace dans une province éloignée la capitale d'un royaume. Il tentait çà et là de projeter quelques lueurs dans ces galeries noires. Jadis, avec Jean Mayers, il s'était gaussé des dévots qui voient dans la machine humaine la preuve patente d'un Dieu ouvrier, mais le respect des athées pour ce fortuit chef-d'œuvre qu'est à leurs yeux la nature de l'homme lui paraissait maintenant un aussi beau sujet de risée. Ce corps si riche en obscurs pouvoirs était défectible. Lui-même, en ses heures d'audace, il s'était pris à rêver d'ingénier un automate moins rudimentaire que nous. Tournant et retournant sous son œil intérieur le pentagone de nos sens, il avait osé postuler d'autres constructions plus savantes, en qui se réfracterait plus complètement l'univers. La liste de 9 portes de la perception ouvertes dans l'opacité du corps que Daradzi lui avait autrefois récitée, pliant l'une après l'autre les dernières phalanges de ses doigts jaunâtres, lui avait paru d'abord une grossière tentative de clarification d'anatomie à demi barbare. Elle avait pourtant attiré son attention sur la précarité des chenaux dont nous dépendons pour connaître et pour vivre. Notre insuffisance était telle que c'en était assez de boucher 2 pertuis pour fermer le monde des sons, et 2 autres voies d'accès pour que s'établit la nuit. Qu'un bâillon pressa 3 de ces ouvertures si rapprochées les unes des autres que la paume d'une main peut sans peine les couvrir, et c'en était fait de cet animal dont la vie tient à un souffle. Cette encombrante enveloppe qu'il lui fallait laver, remplir, réchauffer au coin du feu ou sous la toison d'une bête morte, couché le soir comme un enfant ou comme un vieillard imbécile, servait contre lui d'otage à la nature entière,
et puis encore à la société des hommes. C'est par cette chair et par ce cuir qu'il souffrirait peut-être les affres de la torture. C'est l'affaiblissement de ses ressorts qui l'empêcherait un jour de finir congrument l'idée ébauchée. S'il tenait parfois pour suspectes les opérations de son esprit qui l'isolait, par commodité du reste de sa matière, c'était surtout parce que cet infirme dépendait des services du corps. Il était las de ce mélange de feu instable et d'épaisse argile, extitus rationalis. Une tentation s'offrait, aussi impérieuse que le prurit charnel. Un dégoût, une vanité peut-être le poussait à faire le geste qui conclut tout. Il secouait la tête gravement comme devant un malade qui réclamerait trop tôt un remède ou une nourriture. Il serait toujours temps de périr avec ce pesant support, ou de continuer sans lui une vie insubstantielle et imprévisible, pas nécessairement plus favorisée que celle que nous menons dans la chair. Et rigoureusement, presque à contre-cœur, ce voyageur, au bout d'une étape de plus de 50 ans de vie, s'obligeait pour la première fois à retracer en esprit les chemins parcourus, distinguant le fortuit du délibéré ou du nécessaire, s'efforçant de faire le tri entre le peu qui semblait venir de soi et ce qui appartenait à l'individu de sa condition d'homme. Rien n'était tout à fait pareil, ni non plus tout à fait contraire à ce qu'il avait d'abord voulu ou préalablement pensé. L'erreur naissait tantôt de l'action d'un élément dont il n'avait pas suspecté la présence, tantôt d'une bévue dans la supputation du temps, qui s'était avérée plus rétractile ou plus extensible que sur les horloges. À 20 ans, il s'était cru libéré des routines ou des préjugés qui paralysaient nos actes et mettent à l'entendement des œillères. Mais sa vie s'était passée ensuite à acquérir sou par sou cette liberté dont il avait cru d'emblée posséder la somme. On n'est pas libre tant qu'on désire, qu'on veut, qu'on craint, peut-être tant qu'on vit. Médecin, alchimiste, artificier, astrologue, il avait porté bon gré, mal gré, la livrée de son temps. Il avait laissé le siècle imposer à son intellect certaines courbes. Par haine du faux, mais aussi par l'effet d'une fâcheuse âcreté d'humeur, il s'était engagé dans des querelles d'opinion où un oui inane répond à un non imbécile. Cet homme sur ses gardes s'était surpris à trouver plus odieux les crimes, plus sottes les superstitions des républiques ou des princes qui menaçaient sa vie ou brûlaient ses livres. Conversement, il lui était arrivé de s'exagérer le mérite d'un bonnet mitré, couronné ou tiaré, dont la faveur lui eût permis de passer des idées aux actes. L'envie d'agencer, de modifier ou de régenter au moins un segment de la nature des choses l'avait entraîné à la remorque des grands de ce monde, édifiant des châteaux de cartes ou chevauchant des fumées. Il faisait le compte de ses chimères. Au grand sérail, l'amitié du puissant et malheureux Ibrahim, le vizir de sa hautesse, lui avait fait espérer mener à bien son plan d'assainissement des marécages aux alentours d'Andrinople. Il avait eu à cœur une réforme rationnelle de l'hôpital des janissaires. On avait commencé par ses soins à racheter çà et là les précieux manuscrits de médecins et d'astronomes grecs, acquis jadis par les savants arabes et qui, parmi beaucoup de fatras, contiennent parfois une vérité à redécouvrir. Il y avait eu surtout un certain Dioscoride, contenant des fragments plus anciens de Carthéas, qui se trouvait appartenir au juif Amon, son collègue auprès du sultan. Mais la sanglante chute d'Ibrahim avait entraîné avec elle tout ça, et le dégoût que lui avait causé cette vicissitude après tant d'autres lui avait fait perdre jusqu'au souvenir de ses malencontreux débuts d'entreprise. Il avait haussé les épaules, quand les pusillanimes bourgeois de Bâle s'étaient finalement refusés à lui accorder une chaire, effrayé par des bruits qui faisaient de lui un sodomite et un sorcier. Il avait été à ses heures l'un et l'autre, mais les mots ne correspondaient pas aux choses. Ils traduisent seulement l'opinion que le troupeau se fait des choses. Un goût de fiel lui était néanmoins longtemps venu en bouche à la seule mention de ces gens-là. À Augsbourg, il avait amèrement regretté d'arriver trop tard pour obtenir des Fugger, cette place de médecin des mines qui l'eût mis à même d'observer les maladies des ouvriers travaillant sous terre, soumis aux puissantes influences métalliques de Saturne et du Mercure. Il avait entrevu là des possibilités de cure et des combinaisons inouïes. Et certes, il voyait bien que ses ambitions avaient été utiles en véhiculant, pour ainsi dire, son esprit d'un lieu à un autre. Mieux vaut ne pas s'approcher trop tôt des immobilités éternelles. Vu à distance, ces agitations lui faisaient pourtant l'effet d'une tempête de sable. Il en allait de même du domaine compliqué des plaisirs charnels. Ceux qu'il avait préférés étaient les plus secrets et les plus périlleux,
du moins en terre chrétienne, et à l'époque où le hasard l'avait fait naître. Peut-être ne les avait-il recherchés que parce que cette occultation et ses défenses en faisaient un sauvage bris des coutumes, une plongée dans le monde qui bouillonne sous-jacent au visible et au permis. Ou peut-être ce choix tenait-il à des appétences aussi simples et aussi inexplicables que celles qu'on a pour un fruit plutôt que pour un autre. Peu lui importait. L'essentiel était que ses débauches, comme ses ambitions, avaient somme toute été rares et brèves, comme s'il était dans sa nature d'épuiser rapidement ce que les passions pouvaient apprendre ou donner. Cet étrange magma, que les prédicateurs désignent du mot, point mal choisi, de luxure, puisqu'il s'agit bien, semble-t-il, d'une luxuriance de la chair dépensant ses forces, cet étrange magma défiait l'examen par la variété des substances qui la composent et qui à leur tour se défont en d'autres composants peu simples. L'amour y entrait, plus rarement qu'on ne le disait peut-être, mais l'amour lui-même n'était pas une notion pure. Ce monde dit bas communiquait avec le plus fin dans la nature humaine. De même que l'ambition la plus crasse était encore un rêve de l'esprit s'efforçant d'agencer ou de modifier les choses, la chair, en ses audaces, faisait sienne les curiosités de l'esprit et fantastiquait comme il se plaît à le faire. Le vin de la luxure tirait sa force des sucs de l'âme aussi bien que de ceux du corps. Le désir d'une jeune chair, il ne l'avait que trop souvent chimériquement associé au vain projet de se former un jour le parfait disciple. D'autres sentiments s'y étaient mêlés, qu'éprouvent avouablement tous les hommes. Frère Juan à Léon et François Rondelet à Montpellier avaient été des frères perdus jeunes. Il avait eu pour son valet à Leigh, et plus tard pour Gerhardt à Lübeck, la sollicitude d'un père pour ses fils. Ces passions si prenantes lui avaient paru une part inaliénable de sa liberté d'homme. Maintenant, c'était sans elle qu'il se sentait libre. Les mêmes réflexions s'appliquaient aux quelques femmes avec lesquelles il avait entretenu une accointance charnelle. Il se souciait peu de remonter aux causes de ses courts attouchements et de ses attachements, peut-être plus marquants que les autres, parce qu'il les avait moins spontanément formés. Était-ce soudain désir en présence des linéaments particuliers d'un corps, besoin de ce profond repos que dispense parfois la créature femelle, basse conformité à l'usage, ou encore mieux caché qu'une affection ou qu'un vice, obscur souci d'essayer l'effet des enseignements hermétiques sur le couple parfait qui reforme en soi l'antique androgyne? Mieux valait dire tout bonnement que le hasard, ces jours-là, avait pris figure de femme. 30 ans plus tôt, en Alger, et par compassion pour sa jeunesse désolée, il avait acheté une fille de bonne race récemment enlevée par des pirates sur une plage aux environs de Valence. Il comptait, dès que faire se pourrait, la renvoyer en Espagne. Mais dans l'étroite maison de la côte barbaresque, une intimité s'était établie entre eux qui ressemblait fort à celle du mariage. C'était la seule fois qu'il avait eu affaire à une vierge. Il gardait moins de leur premier commerce le souvenir d'une victoire que celui d'une créature qu'il avait fallu rassurer et panser. Pendant quelques semaines, il avait eu au lit et à table cette belle un peu maussade, qui avait pour lui la gratitude qu'on a pour un saint d'église. C'était sans regret qu'il avait confié à un prêtre français sur le point de s'embarquer pour Port-Vendre, avec un petit groupe de captifs des deux sexes rendus à leur famille et à leur pays. La modique somme d'argent dont il l'avait pourvu lui aurait sans doute permis de regagner par faciles étapes son Grandia natal. Plus tard, sous les murs de Bude, on lui avait alloué pour sa part de butin une jeune et rude Hongroise. Il avait accepté pour ne pas se singulariser davantage dans un camp où son nom et son aspect le signalaient déjà, et où, quoi qu'il pensât par-devers soi des dogmes de l'Église, il avait à subir l'infériorité d'être un chrétien. Il n'eût pas songé à abuser du droit de la guerre si elle n'avait pas été avide de jouer son rôle de proie. Jamais, lui semblait-il, il n'avait mieux goûté aux fruits d'Ève. Ce matin-là, il était entré dans la ville à la suite des officiers du sultan. Peu de temps après son retour au camp, il apprit qu'un ordre était venu, en son absence, de se débarrasser des esclaves et des biens meubles qui encombraient l'armée. Des cadavres et des ballots d'étoffe flottaient encore à la surface du fleuve. L'image de ce corps ardent, refroidi si vite, l'avait ensuite dégoûté pour longtemps de toute alliance charnelle. Puis il était retourné dans les plaines brûlantes, peuplées de statues de sel et d'anges aux longues boucles. Dans le nord, la dame de Fleuze l'avait accueilli noblement au retour de ses pérégrinations à l'orée des contrées polaires. Tout en elle était beau.
sa haute taille, son teint clair, ses mains habiles à bander les plaies et à essuyer des sueurs de fièvre, l'aisance avec laquelle elle marchait sur le sol mou de la forêt, relevant tranquillement au gré des cours d'eau sa robe de gros drap sur ses jambes nues. Instruite dans l'art des sorcières laponnes, elle l'avait amenée dans des huttes au bord des marécages où se pratiquaient des fumigations et des bains magiques accompagnés de chants. Le soir, dans son petit manoir de Freuse, elle avait offert sur la table couverte d'une toile le pain de seigle et le sel, les baies, la viande séchée. Elle avait rejoint dans le grand lit de la chambre haute avec une sereine impudeur d'épouse. Elle était veuve et comptait se choisir pour mari à la Saint-Martin un fermier libre du voisinage, afin d'éviter que le domaine ne retombât sous la tutelle de ses frères aînés. Il ne tenait qu'à lui d'exercer son art dans cette province grande comme un royaume, d'écrire ses traités au coin d'un poêle, de monter le soir sur la tourelle observer les astres. Néanmoins, après 8 ou 10 de ces journées d'été qui ne sont là-bas qu'un seul jour sans ombre, il s'était remis en route pour Uppsala, où en cette saison s'était transporté la cour, espérant encore durer près du monarque et se faire du jeune Éric ce disciple roi qui est pour les philosophes l'ultime chimère. Mais l'effort même d'évoquer ces personnes en exagérait l'importance et surfaisait celle de l'aventure charnelle. Le visage d'Aleï ne réapparaissait pas plus souvent que celui de soldats inconnus gelant sur les routes de Pologne, et que manque de temps et de moyens il n'avait pu essayer de sauver. La petite bourgeoise adultère de Pont-Saint-Esprit lui avait répugné avec la rondeur de son ventre dissimulé sous des frondes de guipure, ses cheveux frisottant autour de ses traits tirés et jaunis, ses piteux et grossiers mensonges. Il s'était irrité des œillades qu'elle lui décochait du fond de son angoisse, ne connaissant pas d'autre moyen de subjuguer un homme. Et pourtant, il avait risqué pour elle son bon renom de médecin. La hâte d'agir vite avant le retour du mari jaloux, le misérable reste de la conjonction humaine qu'il avait fallu enterrer sous un olivier du jardin, l'achat à prix d'or du silence des servantes qui avaient veillé madame et l'avaient les draps tachés de sang, tout cela avait créé en lui, entre lui et cette malheureuse, une intimité de complice, et il l'avait mieux connue qu'un amant, une quelconque amante. La dame de Freuse avait été entièrement bénéfique, mais pas plus que cette boulangère au teint grelé qu'il avait secouru un soir où il s'était assis à Salzbourg sous le vent de sa boutique. C'était après sa fuite d'Innsbruck. Il était recru et transi, ayant forcé les étapes par de mauvais chemins sous la neige. Elle avait examiné à travers le volet de sa devanture cet homme rancogné dehors sur le petit banc de pierre, et le prenant sans doute pour un mendiant, lui avait tendu une miche encore chaude. Puis prudemment elle avait renforcé le crochet qui assujettissait les vantaux. Il n'ignorait pas que cette méfiance bienfaitrice eût aussi bien pu, le cas échéant, lui jeter une brique ou une pelle. Elle n'en était pas moins un des visages de la bénignité. L'amitié ou l'aversion comptaient d'ailleurs finalement aussi peu que des blandices charnelles. Des êtres qui avaient accompagné ou traversé sa vie sans rien perdre de leurs particularités bien distinctes se confondaient dans l'anonymat de la distance, comme les arbres de la forêt qui, vus de loin, semblent rentrer les uns dans les autres. Le chanoine Campanus se mélangeait avec Rémer, l'alchimiste, dont il eut pourtant abhorré les doctrines, et même avec le défunt Jean Myers, qui, s'il vivait encore, aurait également octantan. Le cousin Henri dans sa peau de buffle et Ibrahim en cafetan. Le prince Éric et ce Laurent l'assassin avec lequel il avait jadis passé à Lyon quelques soirées mémorables n'étaient plus que des faces différentes d'un même solide, qui était l'homme. Les attributs du sexe constaient moins que ne l'eût supposé la raison ou la déraison du désir. La dame aurait pu être un compagnon. Gerhardt avait eu des délicatesses de fille. Il en était des créatures abordées, puis quittées au cours de l'existence, comme de ces figures spectrales, jamais vues 2 fois, mais d'une spécificité et d'un relief presque terrible, qui se détachent sous la nuit des paupières à l'heure qui précède le sommeil et le songe, et tantôt passent et fuient à la vitesse d'un météore, et tantôt se résorbent en elles-mêmes sous la fixité du regard interne. Des lois mathématiques plus complexes et plus inconnues encore que celles de l'esprit ou des sens présidaient à ce va-et-vient de fantômes. Mais le contraire aussi était vrai. Les événements étaient en réalité des points fixes, bien qu'on eût laissé derrière soi ceux du passé, et qu'un tournant cachât ceux de l'avenir. Et il en allait de même des personnes.
Le souvenir n'était qu'un regard posé de temps en temps sur des êtres devenus intérieurs, mais qui ne dépendaient pas de la mémoire pour continuer d'exister. À Léon, où Don Blas de Vela lui avait fait endosser temporairement l'habit de novice jacobite pour être plus à même de s'en faire seconder dans ses travaux d'alchimie, un moine de son âge, frère Juan, avait été son compagnon de paillasse dans ce couvent encombré où les nouveaux venus se partageaient à 2 ou 3 la botte de foin et la couverture. Zénon était arrivé secoué d'une toux hargneuse entre ces murs où s'insinuaient le vent et la neige. Frère Juan avait soigné son camarade de son mieux, volant pour lui des bouillons aux frères cuisiniers. Un amor fletissimus avait existé quelque temps entre les deux jeunes hommes, mais les blasphèmes et les dénégations de Zénon étaient comme s'ils n'étaient pas pour ce cœur tendre, empreint d'une dévotion spéciale à l'apôtre bien-aimé. Quand Don Blas, chassé par ces moines qui voyaient en lui un dangereux sorcier kabbaliste, descendit le chemin en pente du monastère, hurlant des malédictions, frère Juan avait choisi d'accompagner dans sa déchéance le vieil homme dont il n'était pourtant ni le familier ni l'adepte. Pour Zénon, ce coup d'état monastique avait été au contraire la chance de rompre à jamais avec une profession dégoûtante et d'aller sous l'habit séculier s'instruire ailleurs de sciences moins engluées dans la matière des songes. Que son maître eût ou non observé des rites judaïques laissait froid le jeune clerc, pour qui, selon l'audacieuse formule transmise sous le manteau par des générations d'écoliers, la loi chrétienne, la loi juive et la loi mahométane n'étaient autre chose que les 3 impostures. Don Blas était sans doute mort sur la route ou dans les cachots de quelque officialité. Il avait fallu 35 ans pour que son ancien élève reconnût dans sa folie une inexplicable sagesse. Quant à frère Juan, s'il existait encore quelque part, il aurait bientôt 60 ans. Leur image avait été volontairement oblitérée avec celle de ces quelques mois passés sous le froc et la coule. Et cependant, frère Juan et Don Blas peinaient encore sur le chemin pierreux, sous l'aigre vent d'avril, et il n'était pas nécessaire qu'on s'en souvînt pour qu'ils fussent là. François Rondelet, marchant dans la garrigue, élaborant avec son condisciple des projets d'avenir, coexistait avec François couché nu sur la table de marbre du théâtre universitaire, et le docteur Rondelet, expliquant l'articulation du bras, semblait plutôt qu'à ses élèves s'adresser au mort lui-même et argumenter à travers le temps avec un Zénon vieilli. Unus ego et multi in me. Rien ne modifiait ces statues fixées à leur poste, sises pour toujours sur une surface étale qui était peut-être l'éternité. Le temps n'était qu'une piste qui les reliait entre elles. Un lien existait. Les services qu'on n'avait pas rendus à l'un, on les avait rendus à d'autres. On n'avait pas secouru Don Blas, mais on avait porté secours à Gênes, à Joseph A. Cohen, qui n'en avait pas moins continué à vous considérer comme un chien de chrétien. Rien ne finissait. Les maîtres ou les confrères dont il avait reçu une idée ou grâce à qui il s'en était formé une autre, contraire, poursuivaient sourdement leur inaccommodable controverse, chacun assis dans sa conception du monde comme un magicien à l'intérieur de son cercle. Daradzi, qui se cherchait un dieu plus voisin de soi que sa veine jugulaire, discuterait jusqu'au bout avec Don Blas, pour qui Dieu était l'un non manifesté. Un Jean Myers rirait de ce mot Dieu, de son rire à bouche fermée. Depuis près d'un demi-siècle, il se servait de son esprit comme d'un coin pour élargir de son mieux les interstices du mur qui de toutes parts nous confine. Les failles grandissaient, ou plutôt le mur, semblait-il, perdait de lui-même sa solidité sans pour autant cesser d'être opaque, comme s'il s'agissait d'une muraille de fumée au lieu d'une muraille de pierre. Les objets cessaient de jouer leur rôle d'accessoires utiles. Comme un matelas sans crin, ils laissaient passer leur substance. Une forêt remplissait la chambre. Cet escabeau mesuré sur la distance qui sépare du sol le cul d'un homme assis, cette table qui sert à écrire ou à manger, cette porte qui ouvre, un cube d'air entouré de cloisons sur un coupe d'air voisin, perdaient ses raisons d'être qu'un artisan leur avait données pour n'être plus que des troncs ou des branches écorchés comme des Saint-Barthélemy de tableaux d'église, chargés de feuilles spectrales et d'oiseaux invisibles, grinçant encore de tempêtes depuis longtemps calmées et où le rabot avait laissé çà et là le grumeau de la sève. Cette couverture et cette défroque pendue à un clou sentaient le sein, le lait et le sang. Ces chaussures qui bâillaient au bord du lit avaient bougé au souffle d'un bœuf étendu sur l'herbe, et un porc saignait blanc piaillait dans la graisse dont le savetier les avait enduites. La mort violente était partout,
comme dans une boucherie ou dans un enclos patibulaire. Une oie égorgée criaillait dans la plume qui allait servir à tracer sur de vieux chiffons des idées qu'on croyait dignes de durer toujours. Tout était autre. Cette chemise que blanchissaient pour lui les sœurs Bernardines était un champ de lin plus bleu que le ciel, et aussi un tas de fibres rouissant au fond d'un canal. Ses florins dans sa poche, à l'effigie du défunt empereur Charles, avaient été échangés, donnés et volés, pesés et rognés 1000 fois, avant que, pour un moment, il les crût siens. Mais ces virevoltes, entre les mains avares ou prodigues, étaient brèves comparées à l'inerte durée du métal lui-même, instillé dans les veines de la terre avant qu'Adam eût vécu. Les murs de briques se résolvaient en boue, qu'ils redeviendraient un jour. L'annexe du couvent des Cordeliers, où il se trouvait raisonnablement au chaud et au couvert, cessait d'être une maison, ce lieu géographique de l'homme, abri solide pour l'esprit encore plus que pour le corps. Elle n'était tout au plus qu'une hutte dans la forêt, une tente au bord d'une route, un lambeau d'étoffe jeté entre l'infinité et nous. Les tuiles laissaient passer la brume et les incompréhensibles astres. Des morts par centaines l'occupaient et des vivants aussi, perdus que des morts. Des douzaines de mains avaient posé ses carreaux, moulé ses briques et scié ses planches, cloué et cousu ou collé. Il eût été aussi difficile de retrouver l'ouvrier, encore bien vivant, qui avait tissé ce pan de bure, que d'évoquer un trépassé. Des gens avaient logé là, comme un ver dans son cocon, et y logeraient après lui. Bien caché, sinon tout à fait invisible, un rat derrière une cloison, un insecte taraudant du dedans une solive malade, voyait autrement que lui les pleins et les vides qu'il appelait sa chambre. Il levait les yeux. Au plafond, une poutre remployée portait un millésime, 1491. À l'époque où ceci avait été gravé pour fixer une date qui n'importait plus à personne, lui n'existait pas encore, ni la femme dont il était sorti. Il retournait ses chiffres, comme par jeu. L'an 1941, après l'incarnation du Christ, il tentait d'imaginer cette année sans rapport avec sa propre existence du XVIe siècle, et dont on ne savait qu'une chose, c'est qu'elle serait. Il marchait sur sa propre poussière, mais il en était du temps comme du grain du chêne. Il ne sentait pas ces dates taillées de main d'homme. La terre tournait, ignorante du calendrier julien ou de l'heure chrétienne, formant son cercle sans commencement ni fin, comme un anneau lisse. Zénon se rappela qu'on était chez le Turc en l'an 973 de l'Égir, mais Daradzi avait compté en secret d'après l'ère de Khosroès. Passant de l'an au jour, il songea qu'en ce moment le soleil naissait sur les toits de Pera. La chambre donnait de la bande. Les sangles criaient comme des amarres. Le lit glissait d'Occident en Orient à l'inverse du mouvement apparent du ciel. La sécurité de reposer stablement sur un coin du sol belgique était une erreur dernière. Le point de l'espace où il se trouvait contiendrait une heure plus tard la mer et ses vagues, un peu plus tard encore les Amériques et le continent d'Asie. Ces régions où il n'irait pas se superposaient dans l'abîme à l'hospice de Saint-Côme. Zénon lui-même se dissipait comme une cendre au vent. Solve et coagula. Il savait ce que signifiait cette rupture des idées, cette faille au sein des choses. Jeune clerc, il avait lu dans Nicolas Flamel la description de l'opus nigrum, de cet essai de dissolution et de calcination des formes qui est la part la plus difficile du grand œuvre. Don Blas de Vela lui avait souvent, solennellement affirmé que l'opération aurait lieu d'elle-même, qu'on le voulût ou non, quand les conditions s'en trouveraient remplies. Le clerc avait avidement médité ces adages qui lui semblaient tirés d'on ne sait quel sinistre et peut-être véridique grimoire. Cette séparation alchimique, si dangereuse que les philosophes hermétiques n'en parlaient qu'à mots couverts, si ardue que de longues vies s'étaient usées en vain à l'obtenir, il l'avait confondue jadis avec une rébellion facile. Puis, rejetant ce fatras de rêvasserie aussi antique que l'illusion humaine, ne retenant de ses maîtres alchimistes que quelques recettes pragmatiques, il avait choisi de dissoudre et de coaguler la matière dans le sens d'une expérimentation faite avec le corps des choses. Maintenant, les deux branches de la parabole se rejoignaient. La mors philosophica s'était accomplie. L'opérateur brûlé par les acides de la recherche était à la fois sujet et objet,
alambic fragile et au fond du réceptacle précipité noir. L'expérience qu'on avait cru pouvoir confiner à l'officine s'était étendue à tout. S'ensuivait-il que les phases subséquentes de l'aventure alchimique fussent autre chose que des songes et qu'un jour il connaîtrait aussi la pureté ascétique de l'œuvre au blanc, puis le triomphe conjugué de l'esprit et des sens qui caractérise l'œuvre au rouge? Du fond de la lézarde naissait une chimère. Il disait oui par audace, comme autrefois par audace il avait dit non. Il s'arrêtait soudain, tirant violemment sur ses propres rênes. La première phase de l'œuvre avait demandé toute sa vie. Le temps et les forces manquaient pour aller plus loin, à supposer qu'il y eût une route, et que par cette route un homme pût passer, ou ce pourrissement des idées, cette mort des instincts, ce broiement des formes presque insupportables à la nature humaine serait rapidement suivi par la mort véritable, et il serait curieux de voir par quelle voie, où l'esprit, revenu des domaines du vertige, reprendrait ses routines habituelles, muni seulement de facultés plus libres et comme nettoyé. Il serait beau d'en voir les effets. Il commençait à les voir. Les besognes du dispensaire le laissaient sans fatigue. Sa main et son coup d'œil n'avaient jamais été plus sûrs. Ses dépenaillés, qui attendaient patiemment chaque matin l'ouverture de l'hospice, étaient soignés avec autant d'art qu'autrefois les grands de ce monde. La complète absence d'ambition ou de crainte lui permettait d'appliquer plus librement ses méthodes, et presque toujours avec de bons résultats. Cette application totale excluait même la pitié. Sa constitution naturellement sèche et nerveuse semblait fortifiée par les approches de l'âge. Il souffrait moins du froid. Il semblait insensible au gel de l'hiver et à l'humide été. Un rhumatisme acquis en Pologne ne le tourmentait plus. Il avait cessé de se ressentir des suites d'une fièvre tierce ramenée autrefois d'Orient. Il mangeait avec indifférence ce que l'un des frères que le prieur avait attaché à l'hospice lui apportait du réfectoire ou choisissait à l'auberge des mets à prix bas. La viande, le sang, les entrailles, tout ce qui a palpité et vécu lui répugnait à cette époque de son existence, car la bête meurt à douleur comme l'homme, et il lui déplaisait de digérer des agonies. Depuis l'époque où il avait égorgé lui-même un porc chez un boucher de Montpellier, pour vérifier s'il y avait ou non coïncidence entre la pulsation de l'artère et la systole du cœur, il avait cessé de trouver utile d'employer deux termes différents pour désigner la bête qu'on abat et l'homme qu'on tue, l'animal qui crève et l'homme qui meurt. Ses préférences en matière d'aliments allaient au pain, à la bière, au bouilli, qui garde quelque chose de la saveur épaisse de la terre, aux aqueuses verdures, aux fruits rafraîchissants, aux souterraines et sapides racines. L'aubergiste et le frère cuisinier s'émerveillaient de ces abstinences dont l'intention leur paraissait pieuse. Parfois, cependant, ils s'appliquaient à manger pensivement un morceau de tripe ou un bout de foie saignant pour se prouver que son refus venait de l'esprit et non d'un caprice du goût. Son équipage avait toujours été négligé. Par distraction ou par dédain, il ne le renouvelait plus. En matière érotique, il était toujours ce médecin qui avait jadis recommandé à ses malades les réconforts de l'amour, comme en d'autres occasions on leur recommande du vin. Ces brûlants mystères lui semblaient encore pour nombre d'entre nous la seule accession à ce royaume igné, dont nous sommes peut-être d'infimes étincelles, mais cette remontée sublime était brève, et il doutait à part soi qu'un acte, si sujet aux routines de la matière, si dépendant des outils de la génération charnelle, ne fût pas, pour le philosophe, une de ces expériences qu'on se doit de faire, pour ensuite y renoncer. La chasteté, où il avait vu naguère une superstition à combattre, lui semblait maintenant un des visages de la sérénité. Il goûtait cette froide connaissance qu'on a des êtres quand on ne les désire plus. Une fois pourtant, séduit par une rencontre, il s'adonna de nouveau à ses jeux et s'étonna de ses propres forces. Il s'emporta un jour contre un gueux de moine qui vendait en ville les onguents du dispensaire. Mais sa colère était plus délibérée qu'instinctive. Il se passait même une bouffée de vanité à la suite d'une opération bien faite, comme on laisse un chien s'ébrouer dans l'herbe. Un matin, au cours d'une de ses promenades d'herboriste, une occurrence insignifiante et presque grotesque le fit réfléchir. Elle eut sur lui
un effet comparable à celui d'une révélation illuminant pour un dévot quelque saint mystère. Il était sorti de la ville au point du jour pour se rendre à l'orée des dunes, emportant avec lui une loupe qu'il avait fait construire sur ses spécifications par un lunetier de Bruges, et qui lui servait à examiner de plus près les radicelles et les graines des plantes ramassées. Vers le midi, il s'endormit, couché à plat ventre, dans un creux du sable, la tête contre le bras, sa loupe tombée de sa main, reposant sur lui sur une touffe sèche. Au réveil, il crut apercevoir contre son visage une bête extraordinairement mobile, insecte ou mollusque qui bougeait dans l'ombre. Sa forme était sphérique. Sa partie centrale, d'un noir brillant et humide, s'entourait d'une zone d'un blanc rosâtre ou terne. Des poils frangés croissaient sur la périphérie, issus d'une sorte de molle carapace brune, striée de crevasses et bossuée de boursouflures. Une vie presque effrayante habitait cette chose fragile. En moins d'un instant, avant même que sa vision pût se formuler en pensée, il reconnut que ce qu'il voyait n'était autre que son œil, reflété et grossi par la loupe derrière laquelle l'herbe et le sable formaient un teint comme celui d'un miroir. Il se redressa, tout songeur. Il s'était vu voyant. Échappant aux routines des perspectives habituelles, il avait regardé de tout près l'organe petit et énorme, proche et pourtant étranger, vif mais vulnérable, doué d'imparfaite et pourtant prodigieuse puissance dont il dépendait pour voir l'univers. Il n'y avait rien de théorique à tirer de cette vision, qui a accru bizarrement sa connaissance de soi, et en même temps sa notion des multiples objets qui composent ce soi. Comme l'œil de Dieu dans certaines estampes, cet œil humain devenait un symbole. L'important était de recueillir le peu qu'il filtrerait du monde avant qu'il fît nuit, d'en contrôler le témoignage, et s'il se pouvait, d'en rectifier les erreurs. En un sens, l'œil contrebalançait l'abîme. Il sortait du défilé noir. À la vérité, il en était déjà sorti plus d'une fois. Il en sortirait encore. Les traités consacrés à l'aventure de l'esprit se trompaient en assignant à celle-ci des phases successives. Tout, au contraire, s'entremêlait. Tout était sujet à des redites et à des répétitions infinies. La quête de l'esprit tournait en cercle. À Bâle, jadis, et en bien d'autres lieux, il avait passé par la même nuit. Les mêmes vérités avaient été réapprises plusieurs fois. Mais l'expérience était cumulative. Le pas à la longue se faisait plus sûr. L'œil voyait plus loin dans certaines ténèbres. L'esprit constatait au moins certaines lois. Comme il arrive à un homme qui gravit ou peut-être descend la pente d'une montagne, il s'élevait ou s'enfonçait sur place. Tout au plus, à chaque lacet, le même abîme s'ouvrait, tantôt à droite, tantôt à gauche. La montée n'était mesurable qu'à l'air devenu plus rare et aux nouvelles cimes pointant derrière celles qui avaient semblé barrer l'horizon. Mais la notion d'ascension ou de descente était fausse. Des astres brillaient en bas comme en haut. Il n'était pas plus au fond du gouffre qu'il n'était au centre. L'abîme était à la fois par-delà la sphère céleste et à l'intérieur de la voûte osseuse. Tout semblait avoir lieu au fond d'une série infinie de courbes fermées. Il s'était remis à écrire, mais sans projeter de rendre ses productions publiques. Entre tous les traités de médecine ancienne, il avait toujours admiré le livre 3 des épidémiques d'Hippocrate, pour l'exacte description de cas cliniques avec leurs symptômes, leur progrès jour par jour et leur issue. Il tenait un registre analogue en ce qui concernait les malades traités à l'hospice de Saint-Côme. Tel médecin, vivant après lui, saurait peut-être tirer parti de ce journal rédigé par un praticien exerçant en Flandre du temps de sa catholique majesté Philippe II. Un projet plus hardi l'occupa quelque temps, celui d'un liber singularis où il eut minutieusement consigné tout ce qu'il savait d'un homme qui était soi-même, sa complexion, son comportement, ses actes avoués ou secrets, fortuits ou voulus, ses pensées et aussi ses songes. Réduisant ce plan trop vaste,
il se restreignit à une seule année vécue par cet homme, puis à une seule journée. La matière immense lui échappait encore, et il s'aperçut bientôt que de tous ses passe-temps, celui-là était le plus dangereux. Il y renonça. Parfois, pour se distraire, il mettait par écrit de prétendues prophéties qui satirisaient en réalité les erreurs et les monstruosités de son temps en leur donnant l'aspect inusité d'une nouveauté ou d'un prodige. À l'occasion, et en guise de divertissement, il communiquait à l'organiste de Saint-Donatien, dont il s'était fait un ami depuis qu'il avait opéré sa bonne femme d'une tumeur bénigne, quelques-unes de ces bizarres énigmes. L'organiste et sa moitié se creusaient la tête à en pénétrer le sens, comme de devinettes, puis ils en riaient sans y voir malice. Un objet qui l'occupa durant ces années-là fut un plant de tomate, rareté botanique issue d'une bouture qu'il avait à grand-peine obtenue d'un spécimen unique ramené du Nouveau Monde. Cette précieuse plante qu'il gardait dans son officine lui inspira de se remettre à ses anciennes études sur le mouvement de la sève. À l'aide d'un couvercle empêchant l'évaporation de l'eau versée sur la terre du pot et en pratiquant chaque matin de soigneuses pesées, il parvint à mesurer combien d'onces liquides étaient chaque jour absorbées par les pouvoirs d'imbibition de la plante. Il tenta plus tard de calculer algébriquement jusqu'à quelle hauteur cette faculté pouvait élever les fluides à l'intérieur d'un tronc et d'une tige. Il correspondait à ce sujet avec le savant mathématicien qu'il avait hébergé à Louvain quelques 6 ans plus tôt. Ils échangeaient des formules. Zénon attendait impatiemment ses réponses. Il commençait aussi à penser à de nouveaux voyages. Merci pour votre écoute. Désolé pour les raclements de bois, de voix, le syncosme au lieu de syncôme, hein, voilà. Mais j'espère que ceux qui aiment ce livre auront passé un bon moment. J'espère que ceux qui ne connaissent pas ce livre auront envie de le lire. C'est un des livres les plus extraordinaires que j'ai jamais lu. Et puis, eh bien, je vous souhaite aussi un excellent week-end du 13 et 14 mai à Évry pour les premières rencontres nationales de Littératube, la littérature à travers votre ordinateur, comme à ma petite façon, je l'ai pratiqué aujourd'hui, et vous verrez qu'il y a, lors de cet événement, il s'y produira de nombreuses expériences de ce type et de bien d'autres, qui mêlent l'image au son, aux mots. Donc allez-y, c'est samedi, vendredi c'est réservé à ceux qui pratiquent, samedi c'est pour le public, donc samedi 14 mai à Évry, et vous trouverez toutes les informations sur Facebook, puisque je vais continuer d'y relayer les pages de cet événement. Voilà, à bientôt pour d'autres lectures.